Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Ça part d'une idée toute simple qui est de se regarder dans la glace. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 7 ans. Social Calling, Guillaume, épisode 12. On a vu une énergie folle en fait se déployer partout en Europe. Avec lui, c'est facile de briser la glace. Il a la tchatche. Guillaume, 31 ans, breton de souche, est un homme de conviction. Son dada, c'est la fraternité. Alors en 2012, il a lancé Singa, l'une des initiatives les plus prometteuses en matière d'intégration des migrants. Guillaume a l'air heureux. Il a tous les atouts du gendre parfait. Beau gosse, propre sur lui, bien élevé, le verbe facile. Mais comme le répétait souvent ma grand-mère quand j'étais petite, ne te fie pas aux apparences, Émilie. Sois curieuse, creuse. Alors j'ai pris ma pelle virtuelle et j'ai creusé. J'ai découvert que la vie de Guillaume n'était pas si rose, qu'il y a 7 ans, sa vie avait basculé dans le camp de rétention de Villawood en Australie. Là, il a vu se refléter dans les yeux de ceux qui y étaient enfermés les errements de notre société moderne, souvent cruelle. Là, il a sondé les tréfonds de l'humanité, à commencer par la sienne. Guillaume s'est enfin regardé dans la glace, une question de courage. Est-ce que c'est mon premier podcast ? Non, je pense que j'en ai déjà fait. T'es un peu déçu. Je sens que t'es un peu déçu. Mon histoire de glace, elle commence en Australie, sous le soleil. Et c'est un peu une histoire d'amour. C'est que je travaillais chez Amnesty International à l'époque. Et un week-end, ma boss veut aller dans un centre de détention, donc un camp pour réfugiés. Et elle me plaît bien, donc je me dis, tiens, ça pourrait être l'opportunité de parler avec elle. Je me retrouve à prendre le train pour aller à 1h30 de Sydney. Là, je me dis, bon, en fait, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Et puis, j'arrive dans un lieu avec des barbelés partout. En fait, ça a l'air d'être une prison. On rentre dans un premier sas où on laisse toutes nos pièces d'identité, notre téléphone. On a un bracelet avec un numéro autour de la main. On signe un document en donnant notre adresse, un certain nombre d'informations. Me dit waouh, j'avais pas imaginé ça. On rentre dans un deuxième sas où là on nous dit il faut surtout pas prendre de photos. Et puis un mec qui nous fait un peu peur, quoi, dans un couloir super exigu. Donc on rentre dans un troisième endroit où là il y a des barbelés qui font 5 mètres de haut. Et puis on arrive dans une petite cour intérieure où il y a une centaine de personnes qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire des gens qui demandent à être protégés dans ce pays, en Australie, parce qu'ils ont fui une guerre ou des persécutions. Et déjà, je suis choqué de me dire que des gens sont enfermés, non pas parce qu'ils sont des criminels, mais parce qu'ils ont demandé à être protégés. Déjà, ça me paraît bizarre. Là, on se met à jouer aux cartes, je joue au cricket avec des enfants qui ont 12 ans, mais comme ils viennent du Sri Lanka et d'Afghanistan, ils lancent genre 4 fois plus fort que moi, ils me déboîtent l'épaule. Je me pose à une table, je me fais battre à plat de couture au poker, et je me rends compte que les gens qui sont autour de cette table, avec leurs discussions à la con, c'est mes 2 petits frères. Ils me font penser, en fait, les gens qui sont là, ils me font penser aux discussions que j'ai avec mes frérots. Et soudain, en fait, ça devient un peu viscéral, ça devient un peu insupportable, en fait, que mes frères soient bloqués là depuis parfois des mois, pour d'autres des années, simplement parce qu'ils ont demandé à ce qu'on les aide, quoi. Et j'ai complètement oublié la fille avec laquelle je suis venu. Et je me dis, en fait, je ressors de là avec les 3 sas, etc. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse un truc, en fait. Et voilà. Enfin, la raison pour laquelle ça a été aussi viscéral, c'est que
je me suis replongé aussi moi dans mes souvenirs d'enfance, avec mes frères, avec nos conversations profondes sur à quel point il fallait se tailler la moustache ou la barbe en entier, des conversations de frérots, et surtout en fait ça m'a interrogé sur pourquoi en fait j'étais venu en Australie, sur pourquoi j'étais chez Amnesty International, et ça m'a fait, et pourquoi j'étais si énervé en fait par l'injustice que je voyais. Alors pourquoi ? C'est une histoire de glace. En fait, quand j'étais petit, dès que c'était l'heure du dessert, on sortait la balance avec mes frères, et on pesait au gramme près la mousse au chocolat, la glace, tout dessert qui pouvait passer, pour être sûr que Vincent, Pierre ou Guillaume n'avaient pas plus de 125 grammes de glace. Et voilà, c'est resté ancré. Il fallait absolument qu'on soit sur un pied d'égalité. On avait pas mal de ressources, il y avait de la glace, et il fallait qu'on la divise comme ça. Et je dis ça en rigolant. En fait, c'est juste que je me dis que on a tous les trois évolué vers des métiers de droit. Il y en a un qui est avocat, l'autre qui est arbitre international, et puis moi, je travaille sur la justice sociale, on va dire. Et je vois pas d'autre explication que ces genres de rituels qu'on a eu autour de la glace, et de tout ce que nos parents ont dû nous confier de manière inconsciente pour qu'on soit aussi affligés par tout type d'inégalité, les uns et les autres, et qu'on ait envie d'agir dessus. Comment t'agis, toi ? Donc du coup, je suis reparti de Sydney après la fin de mon expérience chez Amnesty, en me disant mais je vais tout simplement créer un réseau dans lequel il y aura des miroirs partout, et que tous les gens, déjà, en commencer par mes amis, mais après en élargissant au fur et à mesure les cercles, rencontrent des gens qui ont des choses en commun avec eux et qui kiffent des moments. Autour de tout ce que moi j'appelle les armes de connexion massive, la bouffe, le sport, la culture, en fait tous les trucs qui font qu'on se réveille le matin. Et voilà, avec Singa on a placé des miroirs déjà à Paris, et on a vu que ça marchait trop bien, parce qu'en fait pour la première fois les gens ils venaient chez nous et on leur demandait pas d'être un bénévole, un bénéficiaire, une victime, un professionnel, on leur demandait d'être eux-mêmes. Voilà, ils venaient comme ils sont, et ça a fait qu'ils ont été beaucoup plus engagés, beaucoup plus facilement, et qu'ils ont eu le même type de wake-up call que moi j'ai pu avoir, en se disant ah mais en fait c'est moi cette personne. Et une fois que ce déclic-là il est arrivé, que les gens ils sont en fait en empathie, ils sont mûrs pour agir. Des deux côtés, hein, les nouveaux arrivants comme les locaux. On a vu une énergie folle en fait se déployer en l'espace de 6 ans partout en Europe, jusqu'en Amérique du Nord. Singa, c'est devenu un réseau qui est passé d'une 50aine de personnes la première année à Paris à plus de 17 villes, dans 7 pays dans lesquels tu as des milliers de gens qui chaque année vivent des expériences communes. Il y a des incubateurs qui permettent à des entrepreneurs de lancer leurs projets. Il y a des gens qui cohabitent ensemble pendant des mois. C'est devenu une structure, c'est devenu un truc de fou, et ça part d'une idée toute simple qui est de se regarder dans la glace, et c'est ce qui m'est arrivé il y a 7 ans. Alors c'est comment de se regarder dans la glace ? C'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de se voir, de se sentir centré aussi. De se sentir, moi ce que j'avais besoin en fait je crois c'était de me sentir utile avant tout, et de sentir que je crois on est une génération qui ressent ça, que ce que je fais est pas en train de bousiller la planète, que ce que je fais tisse du lien social plutôt que le détruire, et aussi j'avais besoin d'outils, non pas pour exploiter tous mes bas instincts. Je pense à pas mal de réseaux sociaux qui nous renvoient à notre narcissisme, a pas mal de trucs nuls en nous. J'avais besoin d'outils qui me permettent d'être courageux. J'avais besoin d'outils qui me permettent d'aller vers les autres. J'avais besoin d'outils qui me donnent envie d'être une meilleure personne. Et en fait, Singa, c'est l'un de ces outils.
et ça contribue du coup à faire de moi et je pense de la société un meilleur endroit. Et le truc génial, c'est que on peut facilement le partager. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote que j'aimerais bien te raconter, parce que ça fait la boucle avec les glaces. C'est qu'il y a 5 ans, il y a une fille qui est rentrée chez Singa. Et elle était venue là pour complètement autre chose, parce que elle aidait une copine qui faisait un documentaire sur Singa. Elle s'était dit, voilà, c'est une asso, donc c'est des bolos, des cassos. Elle n'avait absolument pas envie de se retrouver ici. Et en fait, elle est rentrée dans la salle et là, elle m'a fixé, mais genre, comme personne ne m'a jamais fixé. Donc, je me suis senti limite agressé, j'ai regardé et en fait, j'ai fait « Ah, bonjour !» Et en fait, on est sorti de l'événement Singa en parlant, sans discontinuer pendant 1 heure. Sauf que moi, je partais, on aurait passé la soirée ensemble, sauf que moi, je partais au Portugal. Et donc, du coup, on s'est mis un défi, en fait, l'un à l'autre. C'était de rester en contact et de se revoir dans 1 semaine en voyant qui avait été capable de manger le plus grand nombre de glaces. Et en fait, je mange, ça se voit peut-être pas, mais je mange beaucoup. Et donc là, je me dis, et elle est toute fine, je me dis, non mais je vais te mettre la misère. Je peux bouffer 40 glaces. Et en fait, on se retrouve, donc moi je travaillais à l'époque au Portugal, à Lisbonne, donc je vais là-bas, je demande à tous les potes le matin, le midi, le soir de me servir des glaces et tout. C'était devenu n'importe quoi, on travaillait plus, on mangeait des glaces. Et puis je reviens, je la revois, et en fait je lui dis j'ai mangé 18 glaces, c'est impossible que tu m'aies battu. Et elle en avait mangé 19, donc elle a gagné. Mais surtout, en fait, on est restés ensemble. Cette fille, c'est devenue ma femme et on a eu un enfant ensemble et c'est la femme de ma vie. Donc, pour moi, les glaces, c'est important parce que ça permet de se voir tel qu'on est. Ça permet de rencontrer des gens, mais aussi, ça permet de passer des très bons moments. Merci d'avoir suivi ce 12e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lucie, qui passait ses nuits sous la pluie à distribuer de la bouffe aux sans-abri, les débuts chaotiques de sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.